Salut, bonjour à tous, très bon réveil à chacun et à tous. Bienvenue sur Canal 3 Bénin, c'est votre matinale. Actu matin, ce jeudi, on parle environnement, protection de la nature. Nous irons à la découverte de notre patrimoine marin avec notre invité. Fil rouge, comme on a commencé à l'évoquer depuis des semaines, les enjeux de protection des richesses sur la côte sont énormes. Le Bénin a d'ailleurs élaboré une politique de création et de gestion d'aires marines protégées à Donatin, à Cotonou, comme à la Bouche du Roi, à Grand Popo. Le gouvernement, début janvier 2022, en Conseil des ministres, a décidé de sécuriser la mangrove des ressources halieutiques disponibles pour contrer les pressions que subit l'écosystème marin. Nous irons ce matin au contact de tout cela pour mieux comprendre avec Raoul Rougnon, membre de l'AGIR, Association de gestion intégrée des ressources. Il est notre invité au forum de discussion. Dans l'actualité ce matin, le compte rendu du Conseil des ministres d'hier et le gouvernement qui a trouvé une thérapie face à la hausse des prix des produits de grande consommation sur le marché béninois. Il a pris des mesures conjoncturelles pour soutenir les filières et maîtriser les prix de certains produits agricoles. Le Conseil a donc marqué son accord pour l'instauration de redevances à l'exportation sur certains produits et l'interdiction de la sortie des intrants agricoles hors du territoire national. La presse en parle largement. Nous allons y revenir tout à l'heure en ouverture avec la une des journaux qui sera présentée par Wahab Alikbara. En fin d'édition, vous aurez votre revue de presse avec Narcisse à l'Océ. Merci de prendre ces rendez-vous. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Voici pour vous la météo. Gagner la CAN, ça ne s'explique pas. On peut se raconter des histoires, se prendre pour des pharaons, se sentir fort, invincible même, à tort ou à raison. Panthère, aigle, éléphant, indomptable ou pas, tout le monde vient ici pour sacrer son roi. La libération de tout instant. On pourrait en parler pendant des heures. Mais gagner la CAN, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Seul Canal+ vous amène au cœur de la CAN. Alors rejoignez-nous grâce au décodeur à seulement 5 000 francs dès la formule Access. Retour plateau à suivre dans un tout petit instant, la une des journaux, mais bien avant, vous avez ici même les titres du midi-journal. Plus de femmes dans les instances décisionnelles au Bénin. Le Royaume des Pays-Bas accompagne le Bénin à atteindre cet objectif. Le projet de renforcement du leadership des femmes en politique dans les communes est né à Parakou à suivre les manifestations officielles du lancement des activités.
Et puis, 3 établissements privés d'enseignement supérieur hors normes fermés par le ministère de tutelle. Ils sont tous situés à Igolo, dans la commune d'Ifani, sans autorisation d'ouverture. Ces entités proposent des filières non homologuées par le ministère de l'enseignement supérieur qui a fini par prendre ses responsabilités. Vous aurez le mini-journal juste après la une des journaux déjà installée. Bonjour Ahab. Bonjour Christian et bonjour à tous. La transition. Eh bien, les informations à la une des parutions du jour et c'est avec vous. Oui, rebonjour Christian, rebonjour à tous. Comme vous l'avez annoncé en introduction, hier les membres du gouvernement se sont rencontrés et ont pris plusieurs décisions à l'effet donc de soulager les populations. Les décisions sont allées dans toutes, je dirais dans tous les sens, mais il y a des mesures d'accompagnement en ce qui concerne la hausse des prix des produits de grande consommation. On va commencer par le quotidien Maison Fraternité qui titre ce matin « Sortie des produits vivriers du territoire national, la thérapie du gouvernement. » Achetez Fraternité, vous comprendrez mieux. Campagne de vaccination contre la COVID-19. Le Bénin atteint une couverture vaccinale d'environ 23%. Le délai est prorogé jusqu'au 30 mars de l'année en cours. Mali, Berkane, au pied du mur. Et puis le journal qui nous donne à lire les grands événements de la CAN au Cameroun. CAN 2021, le Sénégal de nouveau en finale. L'autre vision, rédaction des tests d'application des lois promulguées, un comité technique ad hoc mis en place, nous apprend l'autre vision, et puis lancement de l'atelier de validation de la cartographie du réseau des chefs religieux et traditionnels, le plan de Véronique Tony-Fodé pour l'autonomisation des femmes. Quotidien d'Abarou, représentativité des femmes en 2023 au Parlement, le combat politique pour les 24 sièges, c'est maintenant, constate le journal. Et puis visite du chef division Afrique de l'Ouest de la coopération suisse en Afrique, la fêtière félicitée pour son coaching aux côtés des communes du département du Borgo. Nouvelle expression, soutien aux filières et maîtrise des prix des produits agricoles, plus de 20% de taux de majoration du prix moyen de vente actuel. L'informateur, quotidien L'Informateur, pour non-respect de la réglementation en vigueur des universités privées mises sous scellé, la ministre Éléonore Yayi Ladécan et la DGEST pour le respect des tests de la République. On verra de quoi cela retourne tout à l'heure dans le bulletin de William Clécan. Et puis flambée des prix des produits agricoles, le pouvoir prend des mesures d'atténuation, lutte pour des taux de réussite élevés aux examens de fin d'année. La Fondation Vignon accompagne la vision du président Patrice Talon. Le chasseur info, opération de régulation dans l'enseignement supérieur. 6 établissements privés suspendus et fermés. Les raisons, ouverture de la section anglophone et de certaines filières sans autorisation. Et puis un cadre de formation hors norme, nous apprend Chasseur Info. Conseil des ministres du 2 février 2022, le décret portant approbation des statuts de l'école de formation des professions judiciaires adopté. Le matin, programme d'adoption des villes au changement climatique, près de 2 milliards de francs CFA pour la réinstallation des personnes affectées. Puis hausse des prix et sortie incontrôlée des vivres du territoire national, des redevances instaurées sur certains produits à l'exportation. Le Soleil Levant, quotidien Le Soleil Levant, association des importateurs, transporteurs et revendeurs de produits pétroliers. Henri Assoba destitué, Julien Glin prend la tête du bureau
provisoire. Oloye, Paul Keta, Adenyanju, Ludovic Adandedjan, élu président d'honneur. L'association remercie le président Patrice Talon pour ses bienfaits à son endroit. Et puis, coopération décentralisée, l'INRABL et le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Evaris Arwandjinou, se donnent la main pour booster l'agriculture dans la commune. La 4e ville à statut particulier. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce matin avec le quotidien de service public dont ce matin je ne dispose pas de la version numérique qui titre « Maîtrise des prix des denrées de grande consommation, des mesures sociales pour la sécurité alimentaire ». Palais de la Marine, Patrice Talon échange avec les présidents d'institutions, des éléments que nous aurons dans nos différentes éditions. Voilà, question tout rapide, comme je l'ai dit, des parutions de ce jour. Justement, les parutions qui sont donc revenues sur le relevé du Conseil des ministres d'hier. Le Conseil des ministres a pris donc d'importantes mesures de soutien aux filières et de maîtrise des prix de certains produits agricoles pour faire face à la flambée des prix des produits de grande consommation sur le marché béninois. Et puis la campagne de vaccination contre la Covid-19 se poursuit. Notre pays a atteint une couverture vaccinale d'environ 23% et le délai de vaccination est prorogé jusqu'au 30 mars 2022 pour vous qui êtes encore là et qui ne vous êtes pas encore fait vacciner. Wahab, merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure au forum de discussion. Restez avec nous, mesdames et messieurs, à suivre le mini-journal. LBM, notre passion vous transporte. Eh bien, le mini-journal sur Actu Matin, Canal 3 Bénin, améliorer la représentativité des femmes dans les postes politiques et les instances de prise de décision. C'est le but du projet de renforcement du leadership des femmes en politique dans les communes du Bénin, un projet de l'ambassade des Pays-Bas qui a été lancé ce mardi à Parakou par le secrétaire général de la préfecture du Borgou. Le point. Porté par le consortium Institut néerlandaise pour la démocratie multipartite, l'Institut pour la gouvernance démocratique et CAR international Bénin-Togo, le projet est mis en œuvre dans 45 communes reparties dans les 12 départements du Bénin pour un budget de 800 millions de francs CFA, entièrement financé par l'ambassade des Pays-Bas. D'une durée de 4 ans, il vise à renforcer le leadership des femmes en politique au niveau local, les dernières élections communales ayant mis en évidence la faible représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Au cours de ces échéances, seulement 78 femmes ont été élues conseillères sur un total de 1815, soit un pourcentage de 4,29%. Seulement 3 femmes ont été élus maires sur un total de 77 maires au Bénin. Nous avons 13 adjointes au maire sur un total de 231 et 15 femmes ont été élues chefs d'arrondissement sur un total de 546, soit un pourcentage de 2,74%. Les causes de ce sombre tableau sont nombreuses. Les travaux scientifiques existants mettent l'accent beaucoup plus sur les obstacles socio-culturels basés sur les stéréotypes et préjugés au sein de la société béninoise, ainsi que les entraves économiques et politiques. Mais le projet PRLFP compte impulser une nouvelle ère pour les dynamiques politiques locales au Bénin. Oui, nous avons besoin d'actions qui soutiennent les femmes élues et qui soutiennent celles qui aspirent à prendre des responsabilités politiques. L'ambassade des Pays-Bas est heureuse et fière de promouvoir et appuyer ce programme. Toute initiative visant à accompagner le gouvernement dans son engagement en faveur de la couche féminine pour lui permettre de jouer pleinement son rôle dans la vie économique et sociopolitique doit être encouragée.
C'est pourquoi j'apprécie à sa juste valeur le présent projet qui vient à point nommé. À l'arrivée, 1455 bénéficiaires directs seront impactés par le projet, avec en ligne de mire les élections générales de 2026. Ce projet viendra appuyer non seulement les femmes qui sont en exercice, mais également les femmes qui sont cachées dans l'obscurité, qui ne veulent pas se faire voir, ou bien qui se donnent lors des élections, mais qui ne sont pas positionnés. Des sentiments de joie, d'autant plus que ce projet vient renforcer l'existant en matière de renforcement du leadership des femmes. Et nous espérons que d'ici la fin de ce projet, nous aurons plus de femmes dans nos instances de prise de décision. Oui, il y aura plus de représentativité des femmes. Et parce que surtout le projet veut collaborer avec les partis politiques. Pour la réussite de sa mission, le consortium s'engage à travailler avec toutes les parties prenantes. D'ailleurs, selon son coordonnateur, le projet complète et consolide les précédentes interventions en matière de leadership politique des femmes au Bénin. Et puis dans le sous-secteur élevage, acteurs et autorités sont désormais sensibles et ensemble pour renforcer les cadres de concertation et de dialogue entre organisations professionnelles et sociales. William Cliquant, bonjour. Bonjour Christian, Adam et Jean. Ils étaient réunis à Boïcon et ils sont venus de tous les pays de la CEDEAO ainsi que des pays d'Afrique centrale pour réfléchir aux nouvelles méthodes de conduite pastorale. La rencontre tient également lieu d'Assemblée générale constitutive du Haut Conseil des éleveurs pasteurs de la CEDEAO et de l'Afrique centrale. Imet Hélène Amoussou. Carrefour d'échange et de réflexion pour quelques jours, le Bénin accueille à Boïcon des acteurs de l'élevage et du pastoralisme venus de l'espace CEDEAO, de l'Afrique centrale et d'ailleurs. Les invités participent aux côtés de leur père béninois à une rencontre d'envergure. Au nom des mesures efficaces pour le développement de l'élevage des ruminants dans la paix et la cohésion sociale, notre organisation envisage de faire contribuer les autorités traditionnelles, encore garants de valeurs morales au sein de la communauté des éleveurs. C'est en somme ce qui justifie l'initiative de la présente Assemblée générale qui débouchera sur la mise en place au sein des pays de la CEDEAO et de l'Afrique centrale d'un haut conseil constitué d'associations des acteurs que nous appelons les Waldé, les Rouga, les Garçons, les Lamé et aussi des différentes organisations pasteurs. À travers diverses communications, les participants vont discuter de la situation du pastoralisme en Afrique et au Sahel en vue de définir de nouvelles orientations stratégiques. En plus de l'adoption d'un plan d'action triennal de l'organisation naissante, bien d'autres sujets seront abordés. L'option de la sédentarisation faite par le Bénin est inscrite au menu des discussions. L'implication des chefferies traditionnelles et autres acteurs clés dans la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs sous d'autres cieux a été concluante. À Boïcon, nationaux et étrangers intervenant dans le secteur partageront également les expériences. Beaucoup sont venus pour voir l'expérience du Bénin. Ils ont appris que le Bénin est en train de mettre en place la sédentarisation et que c'est quelque chose qui peut diminuer beaucoup les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et ça va permettre aux éleveurs d'être sur place et bien nourrir leurs animaux. Parce que en mettant en place les structures de concertation entre les acteurs de l'élevage des ruminants, vous avez pensé et défendu vos convictions tout en restant à l'écoute des autres. De vos propositions et vos pensées communes vont naître des intérêts communs et un destin en partage pour le développement de l'élevage. Conduite par l'ANOPER, l'Association nationale des organisations professionnelles des éleveurs ruminants, l'initiative de cette Assemblée générale constitutive du Haut Conseil des éleveurs pasteurs de la CEDEAO et de l'Afrique centrale est soutenue par le gouvernement et bien d'autres partenaires. Outre les efforts de restructuration ayant conduit à la construction d'infrastructures agro-pastorales, l'amélioration de la santé animale et surtout l'adoption du code pastoral, l'autorité centrale attend de ces assises des propositions assez claires et opérationnelles. De quoi impulser une nouvelle dynamique au secteur, a martelé la représentante du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche.
Dans le Mono, la jeunesse de Lokossa et de Bopa, 2 communes de la 18e circonscription électorale, formulent ses vœux au président du cadre de concertation des jeunes, Laurent Zomaï. C'est à la faveur d'une cérémonie organisée à Lokossa, puis ensuite à Logbogo. Geoffroy Vincent et Florent Dehou y étaient. Un homme est ici célébré. Son nom, Laurent Zomaï. En organisant cette réjouissance de Lokossa, ses amis et sympathisants, membres de structures soutenant ses actions, notamment le fan club Laurent Zomaï, ont voulu à leur tour sacrifier à la tradition pour lui formuler leurs vœux. L'événement qui nous réunit ce jour, dimanche 30 janvier 2022, s'inscrit dans le cadre de la cérémonie de présentation de vœux au président Laurent Zomaï. À l'image de Lokossa, d'autres amis et sympathisants réunis sous le nom Les Amis de Laurent Zomaï de la commune de Bopa ont aussi sacrifié à cette tradition à Logbogo, mais dans l'après-midi. Vous savez, j'ai beaucoup adhéré à la vision du président Laurent Zomaï parce que quand on est jeune, il faut oser et on ne peut pas tout le temps se laisser gouverner. Je remercie tout le monde. J'exhorte également mes pères jeunes à être derrière lui et l'avenir sera meilleur. Laurent Zomaï est un opérateur économique et jeune leader politique de la 18e circonscription électorale que composent les communes de Lokossa, Bopa et Khouyagbe. Conseiller communal à Lokossa, il est le président du cadre de concertation des jeunes, CCJ. Pour lui, les différents témoignages de son leadership issus de ces différentes cérémonies l'obligent à poursuivre son élan et à aller plus loin. Les fans m'ont encore épaté ce soir. J'étais courageux. Vous venez d'en compléter davantage. Vous venez de me montrer que je peux encore. Je vous rassure qu'on ira. Merci, chers fans, pour le cadeau de ce matin. En guise de remerciement et d'encouragement, Laurent Zomaï a reçu de ses amis et sympathisants des cadeaux, un tableau et une clé. Avec ça, tu vas ouvrir toutes les portes que tu vas frapper cette clé. Malgré tout, pour ne rien laisser, nous tenons. Et ma prière est que tous les fans ici présents tiennent. Et par la grâce de Dieu, vous tiendrez. Cette ténacité fera de nous notre réussite. De vibrants hommages ont été rendus à Feu Nestor Wadani pour tout ce qu'il a apporté à la jeunesse de la 18e circonscription électorale durant son séjour terrestre. On va maintenant dans le monde universitaire. Le gouvernement qui poursuit son opération de salubrité dans le rang des établissements privés d'enseignement supérieur. Le directeur général de l'enseignement supérieur a procédé à la fermeture de 3 universités privées à Igolo. C'est dans la commune d'Ifani. Les irrégularités vont de l'absence d'autorisation d'ouverture à l'extension des filières non homologuées, bien sûr, par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le récit avec Idrissou Boukari. Pas d'année académique à Poma University implantée à Igolo dans la commune d'Ifaï. Ouverte en 2015 avec l'autorisation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, seulement 3 filières lui ont été accordées, à savoir les licences professionnelles en droit et sciences juridiques, management des ressources humaines et marketing et actions commerciales. Mais quelques années plus tard, l'université a créé une quinzaine de départements avec chacun au moins 5 filières. Par ailleurs, les cours sont dispensés uniquement en anglais alors que la section anglophone est interdite au Bénin. Pire encore, dans la cour de l'université, c'est le drapeau de la République du Ghana qui flotte alors que nous sommes au Bénin. Des irrégularités qui n'ont laissé aucun choix au directeur de l'enseignement supérieur de procéder à la fermeture pure et simple de Poma University. Donc, tenant compte de la section anglophone qui est ouverte et des filières non autorisées, ces 2 chefs d'accusation
suffisent largement pour fermer ou pour suspendre d'abord les activités de l'établissement en attendant d'amorcer une procédure judiciaire. Non loin de Poma University, toujours à Igolo, on retrouve cette université. À l'arrivée de la délégation du directeur de l'enseignement supérieur, seule la secrétaire est présente. Ici, l'établissement n'a même pas d'autorisation d'ouverture et pourtant 40 filières y sont disponibles pour une quarantaine d'étudiants. Professeurs et étudiants viennent du Nigeria. Conséquence, l'école sera fermée tout comme l'Institut supérieur Edexcel qui se trouve également dans le même cas. Par contre, au centre de formation en entrepreneuriat et au leadership, la situation est toute particulière. À ce niveau, il s'agit d'un centre de transit. Ils reçoivent des étudiants et ils essaient de les placer dans les universités sur le plan national et sur le plan régional. Ils disposent également d'un programme d'entrepreneuriat qui dure quelques jours en fonction donc des modules disponibles. Alors nous avons constaté à ce niveau qu'il y a également quelques irrégularités, mais qui ne sont pas liées à l'établissement, mais plutôt aux établissements d'accueil. En réalité, c'est un marché florissant qui s'anime dans cette localité. On profite du label des diplômes béninois pour répondre à ses besoins sur le territoire nigérien. La situation a trop duré et il faut arrêter la saignée. Ce qu'on peut tirer comme leçon, c'est que les lois de la République ne sont pas respectées dans la plupart, pour ne pas dire dans les établissements frontaliers. Donc les établissements qui sont tout au long de la frontière du Nigeria, tout au moins au sud du Bénin, et qu'il va falloir poursuivre les investigations pour que on puisse ratisser le plus possible afin que tous ces établissements qui seront dans l'illégalité puissent être fermés. L'opération va se poursuivre puisque le gouvernement est déterminé à assainir le milieu des établissements privés d'enseignement supérieur. Après cette étape de suspension, suivront les sanctions qui s'imposent. Les établissements épinglés ont le choix entre se conformer aux normes en vigueur ou disparaître définitivement. Après l'éducation, venons-en à la diplomatie. Le Bénin et le Japon évaluent leur coopération en la redynamisant. Les deux parties se sont vues hier à Cotonou au cours d'une réunion de concertation bilatérale, occasion de faire le point des interventions japonaises au Bénin, d'en tirer les leçons et de proposer des solutions éventuelles aux difficultés. Clément Tchadé et Rachidi Soubero. Le Bénin et son ami de vieille date, le Japon, échangent sur la coopération économique qui lie les deux peuples. Une réunion organisée ce mercredi sous la direction conjointe du ministère de l'économie et des finances et celui en charge des affaires étrangères et de la coopération. Occasion pour les deux parties de faire le point des principales actions du Japon à travers son agence de mise en œuvre de ses politiques au Bénin qu'est la JICA. Après 16 ans de coopération bilatérale, la politique au développement du Japon a permis à son ami le Bénin de connaître des avancées notables dans les domaines de l'éducation, la santé, l'eau, l'agriculture, les infrastructures et bien d'autres. Un bilan qui réconforte les autorités béninoises qui se disent fiers des prouesses de ce bilatéralisme. Le Japon est l'un des partenaires traditionnels du Bénin qui, de par ses interventions multiformes, accompagne le gouvernement dans ses efforts soutenus en faveur du développement national. C'est pourquoi je m'en voudrais de ne pas me féliciter des interventions japonaises au Bénin sous forme de projets qui s'élèvent à plusieurs centaines de milliards de francs CFA et qui impactent positivement les conditions de vie des populations. Cette concertation bilatérale annuelle nous offre l'opportunité de discuter de la politique de coopération au développement entre le Japon et le Bénin, de l'avancement de nos projets communs et des points d'attention qui nous permettront de maintenir une coopération dynamique et efficace.
Au cours des consultations bilatérales de ce mercredi, il s'agit concrètement de passer en revue les différentes interventions du Japon au Bénin afin de dégager les éventuelles difficultés rencontrées pour apprécier les performances et enfin tracer de nouvelles perspectives. Elle permettra également aux ministères et structures invités de présenter les réformes et projets inscrits au PAG2 relevant de leur secteur en lien avec les domaines de coopération avec le Japon. Monsieur le chargé d'affaires, il me plaît de vous remercier particulièrement au nom de Monsieur le ministre d'État pour l'appui de votre pays sans cesse grandissant dans les domaines prioritaires des infrastructures, de la promotion des industries et de l'amélioration du cadre de vie. La coopération entre le Bénin et le Japon a abouti à des résultats probants dans plusieurs secteurs de développement. On peut citer entre autres l'aménagement des infrastructures routières avec l'échangeur de verre de corps en cours, la promotion des industries, l'amélioration du cadre de vie des populations, l'éducation et bien d'autres secteurs essentiels de l'économie. Vu les nouveaux défis de développement, les deux nations entendent renforcer leur collaboration pour plus d'impact en s'alliant derrière l'agenda 2030 des objectifs de développement durable ODD. Un reportage signé Clément Achadé qui est déjà en place et qui vient juste après moi dans la suite du matin. Alors, vous ne l'avez pas dit bonjour, il est en place. Bonjour Clément. Ça va? Ça va très bien. C'est quelle manière de vous dire bonjour ça. Allez, merci beaucoup. William Cliquant, bonne journée. Merci. Clément Achadé, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. La page éco, ce sera avec vous après cette pause pub. Gagner la CAN, ça ne s'explique pas. On peut se raconter des histoires, se prendre pour des pharaons, se sentir fort, invincible même, à tort ou à raison. Panthère, aigle, éléphant, indomptable ou pas, tout le monde vient ici pour sacrer son roi. On pourrait en parler pendant des heures. Mais gagner la CAN, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Seul Canal+ vous amène au cœur de la CAN. En ce moment, profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ dès votre réabonnement, à partir d'Access. Allez, nous irons sur les marchés avec Clément Achadé ce matin. Oui, vous êtes là. Quels sont les marchés qui vont s'animer aujourd'hui, demain et dimanche prochain? Et tout le week-end d'ailleurs, oui, Christian, rebonjour. Et ce jeudi, le marché de Kové s'anime, le marché d'Alada s'anime aussi. Aujourd'hui, jeudi, le marché de Wando, le marché de Wegbo aussi s'anime ce même jour. Le marché de Kopargo, mais aussi le marché d'Avrancourt, le marché de Gouka, dans la commune de Banté s'anime aussi, et le marché de Bembereke. Demain vendredi, le marché international d'Antopa s'anime, le marché de Pau s'anime, le marché de Malanville, comme traditionnellement les vendredis d'ailleurs, s'anime aussi demain, le marché de Niki, le marché de Boïkon et le marché de Zobodomé, le marché de Soava aussi s'anime demain vendredi. Et le week-end, voici pour vous les marchés qui s'animent. D'abord samedi, le marché d'Azeke s'anime, c'est à Parakou. Le marché de Kokokodji, le marché d'Avakba, le marché de Pédekpor, le marché de Gaonga, le marché d'Indali, le marché de Tofor et le marché de Klukame. Dimanche, la journée dominicale, le marché de Sekou s'anime, le marché de Zer, le marché de Kové, le marché de Sebana, le marché d'Ifani, le marché de Toriboussito, le marché de Kwando et le marché de Wando revient dimanche. Et sans transition, voici pour vous quelques tendances de prix, les prix de produits de grande consommation qui est toujours d'actualité. D'ailleurs, le Conseil des ministres est revenu là-dessus. On va voir très rapidement comment ces prix fonctionnent dans nos marchés. Et d'abord, à Kové, un peu comme à Alada, le soja est à 425 francs
le kilogramme. Les poids d'Angola ont légèrement baissé jusqu'à 1475 francs le kilogramme. Le maïs est à 310 francs le kilogramme. Le gombo est à 775 francs le kilogramme. À Dantokpa, à Cotonou, ici, le maïs blanc est à 325 francs le kilogramme. L'huile végétale est à 800 francs le litre. Le gari, l'original est à 570 francs le kilogramme, alors que le sorgho est à 370 francs le kilogramme. À Zeke, l'iam, la Cosette d'Iam coûte 400 francs le kilogramme. Le haricot coûte entre 500 et 600 francs le kilogramme. Le sorgho est à 425 francs le kilogramme, alors qu'à Toribosito, les cassoulets coûtent 2500 francs le kilogramme. L'huile de palme est à 1200 francs le litre, tandis que le tapioca est à 550 francs le kilogramme et l'iam jaune est à 400 francs le kilogramme. Christian, voilà. Voilà, ce sont les prix en ce moment sur le marché de la consommation, et donc dans nos marchés, on a constaté que pour l'instant, rien n'a encore véritablement changé. Le Conseil des ministres s'est d'ailleurs penché sur la situation, la hausse des prix sur les marchés hier et explique qu'en plus des effets pervers de la pandémie du coronavirus que nous traînons depuis un peu plus de 2 ans maintenant, que la hausse des prix est due principalement à la forte pression sur la production nationale, pression exercée par des demandeurs provenant des pays voisins, laquelle favorise donc une sortie massive des produits de grande consommation par des voies détournées des frontières poreuses. Donc le Conseil de Clément Tchadé a marqué donc son accord pour l'instauration d'une redevance à l'exportation sur certains produits et l'interdiction de la sortie des intrants agricoles hors du territoire national. Bonne réponse au problème qui se pose? Oui, je pense que contrairement à ce que aussi bien nous, acteurs des médias, mais aussi, je dirais, de la société civile en général, dit du gouvernement, on a constaté quand même que depuis un certain temps, le gouvernement, à mon avis, est à l'écoute aussi bien de tous ceux qui sont consommateurs et qui ont fait exprimer leurs plaintes, leur mécontentement en ce qui concerne la hausse des prix et surtout le silence des pouvoirs publics. D'abord, si on arrive déjà à prendre des décisions, ça veut dire que le problème tient à cœur ces pouvoirs publics, et je pense que cela va changer un peu la donne, parce que comme je l'avais dit il y a environ une semaine, si on ne contrôle pas, la pagaille en griffe qui règne dans nos marchés, où chacun se lève pour fixer son prix, et avec aussi des arguments je ne dirais pas forcément fallacieux, il faut trouver un moyen pour réguler, parce que dans notre réglementation même en vigueur le prévoit, il y a des institutions et qui sont chargées donc de réguler les prix. Il faut que même aux côtés de cette décision du gouvernement, que la direction du commerce intérieur puisse aussi véritablement faire son travail, parce que les acteurs qui sont là-bas sont payés pour ça, et c'est très important pour le développement économique. Super, merci beaucoup. Merci à vous Clément Tchadé. On vous retrouve lundi dans la page Éco. Les sports à suivre avec Ali Moumouni. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune, ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin.
En attendant le choc ce soir entre le Cameroun et l'Égypte pour la demi-finale, eh bien on connaît depuis hier le premier qualifié pour la finale de cette CAN 2021 et c'est bien évidemment le Sénégal. On en parle avec Ali Moumouni dans le journal des sports. Ali, bonjour. Bonjour Christian. Bienvenue. Merci. Vous avez la forme. Ouais. D'accord, allons-y. Et le sourire aussi. Ah non, mais ça fait du bien. Ah oui. Alors, avec la qualification, bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, du Sénégal, le Sénégal qui s'est imposé hier face au Burkina Faso, une équipe, je dirais, solidaire en fait des étalons du Burkina Faso, qui depuis le début de cette CAN a fait une très belle sensation, à mon avis, Christian, bien entendu, parce que cette équipe a joué ensemble et à l'arrivée, hier, c'était quand même, certes, une déception pour elle, mais quand même, elle était face à plus fort et donc elle s'est inclinée sur le score de 3-1 avec un Sadio Mané un peu plus réveillé puisque le joueur comme son coéquipier de Liverpool, Mohamed Salah, évolue depuis le début de cette CAN, on dirait un moteur diesel parce que dès l'entame on n'arrive pas à les remarquer et à la fin, disons progressivement, quand plus on tend vers la fin, plus on retrouve une force, une capacité, je dirais aussi bien ils ont véritablement pris connaissance de l'ère de jeu des différents stades. Non, tout simplement, il faut dire parce que c'est des équipes qui n'ont pas eu vraiment le temps de travailler ensemble et c'est des joueurs qui dans leur club, par exemple à Liverpool, certes ils évoluent au plan national en équipe nationale avec des joueurs qui sont talentueux, mais ce n'est pas en fait aussi le même niveau de jeu et la même cohésion, les automatismes. Voilà, donc progressivement, plus ils évoluent, plus ils retrouvent les automatismes et Sadio Mané l'a démontré hier sur ce bijou marqué, inscrit bien sûr à la 87e minute, donc à quelques minutes de la fin de jeu. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs la force de cette formation sénégalaise, quand on remarque bien sûr avec des joueurs comme Gana Gueye ou encore Sadio Mané ou encore bien d'autres, Koulibaly, qui ont l'habitude de jouer même jusqu'à la 90 minutes, ont la possibilité de maintenir le même niveau de forme, la même pression dans le jeu. Et c'est ce qu'il a démontré après cette grande enjambée. Hier, Sadio Mané inscrit le but du break pour le Sénégal qui s'est imposé à l'arrivée sur le score de 3-1. Le Sénégal donc qui pour une deuxième fois consécutive se retrouve en finale de la Coupe d'Afrique des Nations et affrontera donc entre le Cameroun, c'est donc l'affiche du jour, ou l'Égypte, c'est le programme de ce jeudi 3 février 2021, comme vous l'avez sur vos écrans à la maison. Cameroun, l'équipe, le pays organisateur, accueillera donc l'Égypte. Christian, ça vous rappelle bien sûr des dates 1986, 2008 au Ghana et bien sûr 2017. Et voilà donc Christian, la remake de ces différentes finales, cette fois-ci un peu plus tôt donc en demi-finale entre les Camerounais et les Égyptiens. Alors, qui voulez-vous voir face au Sénégal en finale? Moi, j'aimerais bien sûr que ce soit le Cameroun, mais je ne serais pas contre un duel entre Mohamed Salah et Sadio Mané. Voilà, justement, les deux grands de Liverpool. Ouais. Alors, la suite de ce rendez-vous matinal. Oui, Christian, aujourd'hui, pour notre interview du jeudi, nous allons parler de la force athlétique. Est-ce que vous connaissez la discipline? Non, on parle de la découverte. Voilà. Alors, avec Abdelwahab Sani, un athlète qui fait son petit bonhomme de chemin depuis 2017 sur le continent avec assez de médailles remportées. Christian, c'est un Béninois, je rappelle. Actuellement, il vise la médaille d'or africaine et une place sur le podium à l'échelle mondiale. Allez, c'est parti pour l'interview du jeudi avec Abdelwahab Sani. Actuellement, je ne toujours pas m'entraîner pour me préparer pour les compétitions de 2022 sur le plan international, dans le but de remporter toujours la médaille d'or comme 2019. En 2021, je suis très préparé, très dur. Je devais participer à nos classiques Afrique, mais malheureusement, 2 semaines avant, cette compétition a été annulée parce qu'il y avait pas assez de participants. Et je voulais aussi participer au championnat d'Afrique en Afrique du Sud du 29 au 4 décembre. Mais malheureusement, il y a le coronavirus, la variante Omicron qui a tout bouleversé, ce qui a fait que je n'ai pas pu participer à une compétition en 2021. Or, j'étais réellement très préparé pour remporter la médaille d'or.
Au plan national, je n'ai pas participé. Ça fait déjà un bon moment que je participe à des compétitions sur le plan national. Depuis 2017, j'ai raccroché sur le plan national. Je me suis focalisé plus sur le plan international actuellement. En fait, j'ai raccroché au plan national parce que réellement les compétitions n'étaient pas aussi très régulières. Et deuxièmement aussi, je n'ai pas un concurrent de taille. Vous savez, on dit toujours au pays des aveugles, le bois est roi. Mon objectif, c'est plus sur le plan national. Je n'ai plus rien prouvé, j'ai déjà fait mon temps. L'objectif, c'est d'avoir une médaille sur le plan africain et cette année 2022, avoir une place sur le podium mondial. En 2019, c'était réellement une très bonne année pour moi. Je dirais même ma meilleure année de carrière. Parce qu'en mai 2019, j'étais en Afrique du Sud. J'ai participé à notre classique Afrique où j'ai remporté 2 médailles d'or. Une médaille d'or pour la powerlifting et une médaille d'or pour le développé couché. Et j'ai été classé 2e meilleur athlète du continent à cette compétition. Et en décembre 2019, toujours, j'ai participé au tournoi international Mohamed Marlouf en Libye, où j'étais champion aussi dans ma catégorie. J'étais en mode 83, mais pour le championnat d'Afrique, mon coach et moi, on a essayé de discuter. Il m'a demandé d'aller en mode 93, ce qui a fait que j'ai pris un peu du poids. Je suis quitté de 82 kg à 87 kg. Malheureusement, je n'ai pas pu participer à la compétition, mais je pense continuer en mode 93 kg. « 2021, réellement, ça serait une année spéciale parce que j'ai bien démarré avec les entraînements. Parmi les objectifs, d'abord remporter le titre de champion d'Afrique que je vise depuis 2021, que je n'ai pas eu. Aussi battre le record soulevé de terre sur le plan africain, soulever une charge de 321 kg. Au développé couché avec un poids de 90 kg environ. Le travail a commencé avec mon coach, on travaille très dur et c'est un monsieur réellement qui me pousse très bien. En dehors d'être mon coach, il est aussi un conseiller, il me donne des conseils, avec lui réellement ça évolue. Mais malheureusement, je suis un peu loin de lui parce que c'est un Français et il est même l'actuel entraîneur de l'équipe de France avec qui je travaille. Et on vient de finir un cycle. La semaine prochaine, on va démarrer un nouveau cycle pour pouvoir réellement atteindre l'objectif qui est visé. D'abord, on dirait qu'Abdelwahab Sani n'est pas seulement athlète, il est aussi un financier. Et je suis directeur administratif financier dans un centre optique depuis 2012. Je suis aussi président d'une association sportive dénommée Bénin Musculature qui organise des compétitions depuis 2015 et la dernière compétition était en 2019 où c'était une compétition internationale où il y avait le Nigeria, le Togo et le Bénin, pays organisateurs. Mais malheureusement à cause du Covid, 2020-2021 n'a pas été organisé. Les compétitions vont reprendre en 2022, mais actuellement, nous sommes en train de penser réellement aux jeunes, aux plus jeunes, parce que réellement, on constate que c'est au Bénin, que réellement, c'est quand on est vieux qu'on fait le sport. Alors que normalement, quand on regarde les autres pays, le sport se pratique dès l'âge de 4 ans, 6 ans, 12 ans par là. On s'est dit pourquoi ne pas commencer avec les jeunes maintenant, les former. On sait que d'ici 10 ans, 8 ans, ils seront des champions sur le plan africain ou bien sur le plan mondial. C'est pour cela, en tant que président de l'association, on a décidé de créer notre propre salle de gym à Épin pour réellement permettre aux jeunes réellement d'avoir le temps de s'entraîner parce que réellement on voit que les salles de gym ça coûte énormément aussi d'argent. En vrai, des jeunes, les parents seront très réticents pour pouvoir faire payer les enfants. On a décidé d'avoir la salle de gym et moi-même en tant que président de l'association, en tant que coach, j'aurai le temps réellement d'aider ces jeunes-là pour que réellement qu'ils me relèvent. Parce que bientôt, dans quelques années maintenant, je vais raccrocher. Et j'ai réellement envie de former des jeunes qui seront plus forts que moi. Et je serai heureux un jour de dire oui, je suis le coach de tel champion mondial, de tel champion africain.
Pour finir, d'abord, je vais dire à tous les sportifs, quelle que soit la discipline, la force athlétique, l'haltérophilie, le judo, quel que soit le sport, qu'on a un objectif, c'est d'aller jusqu'au bout. Réellement, il y a quelques éléments qu'il faut réellement mettre en place. Soit d'abord avoir un mental d'acier. Il faut réellement avoir un bon coach parce que réellement, pour qu'un athlète progresse, c'est le coach. Depuis 2018, j'ai eu la chance d'être entraîné par plusieurs coachs européens, notamment des coachs français. Et aujourd'hui, je remercie mon coach Stéphane Bérotte, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est un entraîneur français de l'équipe de France. Grâce à lui, réellement, j'ai eu plusieurs médailles. J'ai eu à améliorer mon niveau et je pense aller très très loin. Allez, Christian, à l'instant, vous avez suivi Abdel Wahab Sani, un athlète béninois de la discipline, bien sûr, la force athlétique. Et donc, la force athlétique est composée, si on parle bien sûr de cette discipline, de 3 épreuves dans le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Au plan national, Abdel Wahab Sani détient le record du squat avec 270 kg dans la catégorie des 93 kg et du soulevé de terre où il soulève, Christian, jusqu'à 290 kg. Pour le développer couché, son record personnel est de 155 kg. Voilà pour ce qui concerne cet athlète-là qui fait son petit bonhomme de chemin au plan continental où il a remporté déjà plusieurs médailles d'or. Et il vise maintenant la médaille d'or au plan continental et pourquoi pas le podium à l'échelle mondiale. Voilà, en tout cas, beaucoup de courage à lui. Hein. Si vous voulez, justement, le drame dans cette interview, c'est que son entraîneur est français. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il puisse être en contact régulier avec son entraîneur, pour qu'il ne perde pas ce talent qu'il a en lui? Je crois que ça doit être la grosse interrogation qui va interpeller les décideurs politiques, parce que c'est pas bien qu'il soit distant vis-à-vis de son entraîneur et pour qu'on puisse avoir de ces talents à l'international. Justement, j'espère bien sûr, comme vous l'avez dit, que bien sûr les décideurs politiques vont peut-être, je dirais, s'investir sur ce chantier, parce qu'on voit que c'est un athlète, puisque je l'ai enregistré pour la première fois, je crois, en 2016, et juste après, il a fait un bon parcours et il a été rapproché par ces personnes-là. Aujourd'hui, son entraîneur, c'est l'entraîneur de l'équipe nationale de France, s'il vous plaît. Donc il a été rapproché par ces personnes. Ça veut dire oui, il fait des allers-retours oui, pour l'athlète. Il discute beaucoup, qui travaille avec lui depuis 2017 et aujourd'hui, voilà, il fait un bon parcours à 34 ans. Il va raccrocher 7 bientôt, mais il veut quand même finir en fait en beauté sa carrière. Aussi. Voilà, justement parce que sur ce plan-là, il travaille déjà, puisque dans l'interview, il a bien dit, il a un centre déjà, une salle de gym, voilà, construite avec Pay, où il va permettre aux jeunes d'apprendre en fait cette discipline sportive là, afin de développer en fait les potentialités, sinon les qualités qu'il faut, parce qu'il a bien dit, c'est souvent cher d'aller dans les salles de gym, et avec lui, son centre, ça va être une opportunité pour les jeunes, réduire peut-être considérablement les coûts pour permettre aux enfants aussi d'avoir de s'intéresser à la discipline. Voilà. D'accord, et vous, ça ne vous intéresse pas? Moi? Oui. Je joue déjà au football. D'accord. Il a d'ailleurs dit dans l'interview, il dit que le mieux c'est de commencer en bas âge, ça permet aux enfants de développer de la qualité pour pouvoir évoluer. Il ne faut pas attendre d'être déjà à un bois sec et tordu avant de vouloir se mettre dans la discipline. Sinon vous comme Christian me propose d'aller vers la force athlétique. Ne tentez pas ça. Sinon vous commencez. Allez, 8h sur 8h sur Canal 3 Bénin. Nous irons ce matin à Donatin, comme à la bouche du roi. Donatin, c'est à Kwakwa, dans la grande ville de Cotonou, comme à la bouche du roi, à Grand Popo, où le gouvernement, le 5 janvier 2022, en Conseil des ministres, a décidé de sécuriser donc l'écosystème à ce niveau, la mangrove, les ressources halieutiques qui sont disponibles pour ainsi contrer les pressions que subissent l'écosystème marin au sud du Bénin. Nous irons donc au contact de la réalité avec notre invité Raoul Rouillon. Il est directeur exécutif de l'ONG Agir, l'association de gestion intégrée des ressources. Il sera emmené par Asyongbon Kaya Asyongbon, Wahab Alikpara et Ayman Anyambossou pour assurer le plateau de discussion environnement de ce jeudi sur Actu Matin. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez
offre désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. LBM, notre passion vous transporte. Gagner la CAN, ça ne s'explique pas. On peut se raconter des histoires, se prendre pour des pharaons, se sentir fort, invincible même, à tort ou à raison. Panthère, aigle, éléphant, indomptable ou pas, tout le monde vient ici pour sacrer son roi. On pourrait en parler pendant des heures. Mais gagner la CAN, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Seul Canal+ vous amène au cœur de la CAN. Alors rejoignez-nous grâce au décodeur à seulement 5 000 francs dès la formule Access. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Gagner la CAN, ça ne s'explique pas. On peut se raconter des histoires, se prendre pour des pharaons, se sentir fort, invincible même, à tort ou à raison. Panthère, aigle, éléphant, indomptable ou pas, tout le monde vient ici pour sacrer son roi. On pourrait en parler pendant des heures. Mais gagner la CAN, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Seul Canal+ vous amène au cœur de la CAN. En ce moment, profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ dès votre réabonnement, à partir d'Access. Allez, on va poursuivre avec le forum des discussions. Je vous le disais, nous irons ce matin à la découverte des aires marines protégées. Ensuite, on fera un parallèle avec les zones humides, notamment les marécages urbains, avec notre invité Raoul Rougnon. Il est directeur exécutif de l'association de gestion intégrée des ressources en abrégé. Agir, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin, Erwan Anyamboussou, Akabalikwara et Action Mokani, Action Bon, merci d'être là. On va d'abord planter le décor avec ces images, cet élément témoin réalisé par Action Mokani, Action Bon, qui nous présente la situation des aires marines protégées au sud du Bénin. Le 5 janvier 2022 et à la faveur du Conseil des ministres, le gouvernement béninois crée les aires marines protégées. Donatin à Cotonou et la bouche du roi à Grand Popo. Selon le communiqué, ces aires marines permettront de sécuriser la mangrove et les ressources halieutiques disponibles
dans ces écosystèmes, à savoir tortues marines, lamantins d'Afrique, baleines, dauphins, diverses espèces de poissons. Une décision appréciée des organisations non gouvernementales impliquées dans la protection de l'environnement comme nature tropicale. Quand on parle d'aires marines protégées, ça veut dire que les espaces qui sont considérés dans cette aire marine protégée vont recevoir encore plus d'appui pour pouvoir mieux les gérer. C'est bien de saluer déjà la décision. Pour bon nombre de personnes, il y a encore beaucoup à faire pour ne pas commettre les mêmes erreurs, comme ce fut le cas des aires Ramsar. Le gouvernement soulignait déjà que ces zones privilégiées feront l'objet chacune d'un plan d'aménagement et de gestion. Les ONG, tout comme le gouvernement, estiment qu'il faut y associer les communautés pour une bonne préservation de ces aires marines. Quand les communautés sont vraiment associées, vous avez de meilleurs résultats. Mais si l'État seul se décide de faire, tout le monde dit, s'il n'y a pas forestier, s'il n'y a pas policier à la plage, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand c'est les communautés qui sont engagées, qui sont dans les comités de gestion, qui tirent profit de la ressource, c'est que vous ne pouvez pas venir dans leur village faire du braconnage, venir de l'étranger pour venir faire des choses et il n'y aura pas de réaction. C'est que dans ce cas, on peut vraiment associer les communautés et les décisions qui seront prises participeront d'abord au développement local, mais en commençant d'abord par les communautés qui sont les premières qu'on suppose être victimes. Alors que normalement, ces communautés, en préservant, elles auront plus de poissons, elles pourront plus participer au développement local. Le plan d'aménagement et de gestion va définir les conditions d'accès et d'exploitation. Ceci pour l'implication à la cogestion avec les populations. Des populations qui tirent bien de profit de ces aires. Les Béninois en réalité n'ignorent pas les avantages des zones humides. Tout le monde sait que quand nous parlons de zones humides, je prends par exemple les cours d'eau. Qu'est-ce que le Béninois va chercher premièrement dans les cours d'eau? C'est le poisson. Mais quand il détruit les berges, par exemple les arbres étaient au bord des cours d'eau pour empêcher l'ensablement. Quand il a détruit tous les arbres, maintenant l'ensablement fait que les cours d'eau sont en train de disparaître. La première chose qui disparaît, c'est le poisson. Et le Béninois est conscient de ça. Est-ce que vous savez que nous sommes à la plage, nous sommes dans les zones humides, mais on attend du poisson qui vient de la Chine? Ça veut dire que si les zones humides disparaissent, c'est nous qui perdons d'abord les poissons. Deuxièmement, les zones humides, sinon les couloirs, les cours d'eau, servent pour la navigation. Quelqu'un qui quitte Agégué pour venir à Cotonou, il n'ira pas prendre le bus à Kati. C'est dit, voilà, c'est un service écosystémique que les zones. Vous savez que les zones humides constituent les bases au niveau de la nappe phréatique ou bien de la filtration de l'eau que nous consommons. L'eau que nous buvons, ça vient d'où? Du sous-sol. C'est dans les zones humides, tout ça là est filtré. Mais si dans les zones humides, vous jetez les ordures, vous jetez les produits chimiques, vous jetez n'importe quoi, ça va se filtrer, ça va se retrouver où? En bas. Et qui boit après? C'est nous. Tout le monde sait que c'est dangereux en détruisant. Mais c'est de l'inconscience totale. Pour Nature Tropicale ONG, les populations riveraines et surtout les communautés de pêcheurs doivent considérer la création de ces aires marines comme une épargne. La décision ne doit pas leur faire peur car tôt ou tard, elles tireront profit des ressources de ces aires marines protégées. Et quiconque ne respectant pas la décision va se voir appliquer la loi. Et voilà, le constat nous fait par Assiomo Kanya Assiomo ce matin. Oui, vous étiez donc le long de la côte pour découvrir un peu ce patrimoine marin que nous avons et que le gouvernement a décidé de protéger en créant ces aires marines protégées et en confiant leur gestion à qui les gérera. Alors, quel est le constat que vous avez fait au-delà de ce que vous nous avez présenté comme image? Le premier constat, c'est d'abord cet enclos qui abrite des tortues marines qui naissent au niveau des épis installés le long de Donatin. Ensuite, on constate que c'est une zone qui est devenue très propre, qui n'est plus trop fréquentée comme avant. Ça veut dire que
déjà juste après la prise de cette décision, les populations ont pris conscience de la chose et savent que désormais, ces aires marines doivent être non seulement protégées, mais ne pas être encombrées. L'autre constat, c'est qu'il y a des écoles qui envoient leurs apprenants au niveau de cette zone-là pour aller voir ces espèces qui sont menacées. Et on a vu, on ne va pas citer de nom d'école ici pour ne pas leur faire de la publicité. Ils sont venus et puis il y a aussi une représentation diplomatique qui était séduite par cette décision et qui a fait le déplacement le jour-là même. On n'a pas voulu mettre tout ça là dans le reportage parce que c'est montrer les aires marines et puis leur importance. Justement, voilà. Ça suscite alors un engouement quand on regarde un peu tout ce que vous venez de nous apporter comme explication. C'était donc nécessaire que le gouvernement prenne alors cette décision. Monsieur Raoul Houillon, nous irons... monsieur C'est Alfred Houillon, d'accord, Alfred Houillon. Nous irons au contact de la réalité. D'abord, on veut comprendre, c'est quoi une aire marine? Bon, et comme le définissait le directeur exécutif de Nature Tropicale ONG, M. Baudrenou, il disait que c'est l'espace compris entre, et je crois qu'il y a environ 10 km de terre, d'espace du cordon littoral, à partir du cordon littoral, jusqu'à une certaine distance dans la mer, qui est définie, qui est connue, que je ne me rappelle pas de ça. Et cette partie constitue des endroits de frayère où certaines espèces et de grande importance de grande importance pour l'écotourisme et tout ça, pour la suivi, viennent et pondre et partagent au fait la partie terrestre, la partie continentale, avec nous, les terriens. Et ils viennent, c'est là où ils viennent faire, c'est comme leur maternité, c'est le cas des tortues. Il y a aussi le balai des baleines, tout ça, qui constitue aussi des attractions aujourd'hui. Donc, ces parties qui sont remarquables au niveau entre l'océan et la terre, ces parties sont identifiées déjà. Il y a des ONG comme Nature Tropicale qui ont beaucoup travaillé là-dedans. Et il est important que les décisions du gouvernement ou bien que le pays, ceux qui sont en charge du pays, comprennent les enjeux et définissent quand même un certain espace de respect pour que ce cycle biologique continue normalement sans rencontrer les entraves humaines et l'inconscience dont a parlé le directeur. Donc c'est très important d'aller à cette décision des marines protégées parce que nous n'avons pas il n'y a pas que nous qui vivons, nous sommes arrivés sur le continent, alors que dans la mer, il y a beaucoup de choses qui vivaient, qui partagent une partie de la plage avec nous pour continuer le cycle vital, le cycle biologique, dont les tortues marines. Donc pour ça, je ne vais pas rentrer dans la définition académique, parce que je n'avais pas préparé vraiment le truc, mais voilà, je suis juste... En tout cas, c'est une explication très intéressante qui permet aux téléspectateurs de mieux comprendre ce qu'on appelle une aire marine. Maintenant, le gouvernement qui a pris alors la décision de protéger cette aire marine, nous en avons à Cotonou, à Donatin, comme nous l'avons vu également du côté de la bouche du roi Herman Parfait à Niambossou. On a parlé de visites déjà, de sorties pédagogiques d'élèves, d'étudiants à ce niveau, de diplomates bien évidemment. C'est-à-dire donc qu'il était alors nécessaire qu'on en vienne à la prise d'une telle décision pour sauvegarder cet écosystème. Oui, je pense que si on a fait un tel constat, c'est parce que Canal 3 aussi a eu cette initiative-là de descendre sur le terrain pour voir ce qui s'y passe. Sinon, habituellement, on entend parler de tortues marines dans la zone de Grand Popo là-bas. Bon, voilà. Et donc, sans doute que déjà ça attirait des touristes, ça attirait forcément une certaine curiosité. Maintenant que nous avons la chance, et le gouvernement l'a d'ailleurs compris, de prendre des mesures pour protéger ces aires marines, je pense que c'est une bonne chose. Monsieur Bonou, c'est bien ça, Monsieur Bognon a parlé d'entraves humaines et d'inconscience
comme pour dire que pendant longtemps, l'être humain a travaillé à ce que cette tortue-là ne puisse plus venir sur nos plages, parce que justement, quand on les voit, soit elles sont charcutées, parce qu'il y en a qui adorent consommer la viande de tortue et tout. Et donc, maintenant que ces aires sont protégées et qu'on s'arrange pour associer les communautés qui vivent également dans ces régions-là, dans ces zones-là, je pense que ça va participer à développer cet écotourisme-là, pour ainsi dire, et faire en sorte que les tortues se retrouvent en terre protégée aussi. Voilà. Oui, non, je pense qu'on se réveille très bien en ce qui concerne la protection de certaines espèces. Il n'y a même pas que des espèces dans l'eau, des espèces marines. Il y a également un certain nombre d'animaux qui méritent, n'est-ce pas, protection en raison de l'action humaine qui devient, je dirais, nuisible à ces animaux-là. Et donc, le gouvernement, partant d'un constat comme quoi l'action humaine, l'action anthropique dévaste la multiplication, la survie de ces animaux, de ces espèces, a donc pris de mesures courageuses. À l'effet donc de tracer, je dirais, un périmètre, au moins un périmètre raisonnable sur nos côtes où viennent se reproduire ou bien poursuivre l'action biologique de ces animaux. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la curiosité déjà de l'humain en voyant les tortues et autres venir se reproduire est déjà un problème pour, je dirais, la survie et le bien-être de ces animaux. Il y en a qui sont grands consommateurs de la viande de tortue et ne sauraient voir une tortue en train de se reproduire et lui permettre de retourner. Moi, je pense que pour la sécurité, pour ce périmètre tracé pour la survie et donc la sécurisation, je dirais, de ces espèces marines, il y a un grand travail à faire. C'est ce que soulignait tout à l'heure le directeur Baudrenou, associé dans l'équipe de surveillance les communautés. Parce que vous voyez, lorsque par exemple, il y a qui ont comme activité la pêche, c'est-à-dire ceux-là qui sont fréquemment sous nos airs, et qu'il n'y a pas une réglementation, ça pose problème. La réglementation devient donc une forme de restriction, en tout cas serait perçu comme une forme de restriction, mais du moment où il y a une explication à l'endroit de ces populations, ils comprennent mieux. C'est-à-dire ce sont des gens qui avant allaient à toute tête, à tout moment sur ces périmètres, pêcher comme ils veulent, faisaient ce qu'ils veulent parce que bon, ils diront qu'ils sont des habitués de ce milieu. Dès lors qu'on vienne prendre une décision pareille qui réduit, je dirais, leur marge de manœuvre, ils se sentiront exclus. Mais quand l'explication vient et qu'ils sont également associés, c'est-à-dire on leur fait comprendre la nécessité de permettre à ces animaux de se reproduire. On les met dans les équipes de surveillance pour que ces mêmes espèces puissent se reproduire et, ma foi, rester non seulement dans l'histoire, mais permettre cette attraction touristique. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement travaille depuis longtemps pour que bien de nos endroits, n'est-ce pas, bien de nos sites soient, je dirais, des sites attractifs et dire voilà, pour que la destination Bénin puisse davantage drainer du monde pour accompagner, je dirais, sinon faire venir des devises en République. Justement, une chose est de créer ces aires marines, l'autre est également de véritablement bien les gérer pour que l'objectif visé soit atteint et même au-delà. Alors, quant à la gestion de ces genres d'espaces, comment cela se fait? Quels sont les aspects qu'il faudra forcément prendre en compte pour que l'objectif escompté soit atteint? Et bien évidemment, remercier le gouvernement pour cette action. C'est déjà un grand pas. C'est le cadre logique qui est bien tracé. Et là maintenant, on parle des espèces marines, c'est surtout les espèces animales. Et c'est que juste après les espèces animales, il y a déjà un dispositif qui est là, qui manque. C'est les espèces végétales. Parce que la côte, c'est d'abord une trame verte qui existait là et qui mariait bien qui aidait la tortue à bien comprendre que là je peux, et c'est ma maternité. Ouais. Et nous sommes venus occuper, Cotonou est venu s'installer, le développement humain a été fait. Donc, si pour accompagner et aider vraiment ce dispositif à s'installer dans la durabilité, il faut déjà commencer par restaurer l'écosystème
végétale qui était vraiment là, au niveau de la plage. On ne dit pas de raser les maisons parce qu'on est déjà dans un espace urbain, mais tout au moins créer des bandes alternées d'espèces locales qui étaient là, comme les cocoués, qui est même à la base du nom de Cotonou. Vous voyez, à l'origine, c'est à cause des cocoués, Chrysobalanus ikako, qu'on parle de Cotonou, donc c'est même patrimonial et symbolique pour la ville. Qui sont les espèces qui étaient prioritaires sur la plage de Cotonou, sur au moins les 125 km. Donc, commencez par travailler aussi à renforcer cette maternité et qui permet aux espèces de venir et répondre à leurs besoins de suivi et aider les ONG, les associations, les sociétés qui étaient là, qui ont pensé à la chose bien avant que la décision ne vienne, mettre les moyens à leur disposition comme nature tropicale pour mieux renforcer, mieux délimiter les aires protégées et apporter vraiment ce qu'il faut pour que ça puisse de façon claire jouer son rôle attractif, permettre aux gens de voir effectivement que, et ça permet de profiter aux communautés locales pour que les communautés locales s'engagent, parce qu'il ne faut pas le faire non plus sans les communautés locales, c'est les premiers gardiens. C'est elles qui dorment là, c'est elles qui vivent là, il faut les impliquer. Parce que ceux qui viennent d'ailleurs, qui vont venir contrôler, c'est toujours sans emprise, parce que celui qui est du milieu a quand même un regard beaucoup plus profond sur la dynamique évolutive de la chose. Vous semblez miser sur la mise en terre des plans à l'effet de protéger ces aires. Au-delà du cocotier, qu'est-ce que vous préconisez? Bon, au fait, moi étant vraiment un béninois de souche, et Bon, le cocotier, on a vu, mais c'est une espèce récente. C'est le colon qui l'a ramené pour les études coloniales, pour la production coloniale. C'était pas du tout axé, donc ils l'ont ramené de la Nouvelle-Calédonie. Et ce qui serait intéressant, c'est de prendre, les travaux sont là, c'est à l'université, ils ont fait plein de thèses. Nos espèces sont là, c'est connu. Je vous ai parlé d'une, Chrysobalanus, qui est même l'auteur de la ville de Cotonou, le nom. Cocoué. Ça, c'est fric, ça se mange. Ouais, très doux, intéressant. Ça existe, c'est très menacé à cause de l'installation du port après, et les maisons, et comment on appelle, les maisons, là, les villes, quartier Jacques, ça fait partie, et maintenant, c'est repoussé vers Sémé, Ouida, là où il y a encore du sauvage. Il faut les restaurer. Il y a les fagaras. Vous connaissez les fagaras, les rétins là, que le professeur Fagla utilise pour la drépanocytose. C'est ça les espèces de la côte. Et le borassus, le vrai palmier, la vraie espèce, c'est agonté quoi. De la plage, le vrai palmier, c'est le borassus. Ce n'est pas le palmier d'Éti, qui est beaucoup plus sur les plateaux. Ce n'est pas non plus le cocotier. Le cocotier, si on doit le faire, on le fait 10 hectares. On alterne avec la végétation de chez nous, on permet l'accès, voilà, pour que les deux se mélangent. Parce qu'on a adopté maintenant le cocotier, on ne va pas le rejeter, mais on ne peut pas la prendre comme une espèce qui règle comment on appelle l'aménagement du paysage côtier, parce qu'elle n'est pas originelle, elle n'a même pas 200 ans au Bénin, le cocotier. Voilà, donc et en plus du cocotier, il faut vraiment miser sur les espèces locales qui sont là, le borassus. Alors en fait tous ces travaux là qui restent dans les livres à l'université ou dans les laboratoires de l'université. Est-ce que vous êtes associé à ces décisions qui amènent à choisir des espèces à mettre en terre sur nos plages? Est-ce que des ONG sont associées à ça? Parce qu'avec tout ce que vous dites, on a comme l'impression que vous maîtrisez les espèces qui doivent... Il maîtrise, vous savez, il en parle. Oui. Il maîtrise, il en parle. Toutes les espèces dont je vous parle sont les meilleures, même pour protéger la côte. C'est parce qu'il y a eu la chute, la rupture, on n'a pas allié l'écologie, la nature, à notre développement urbain, qu'on a eu tous ces phénomènes jusqu'à ce qu'on a ramené des épis. C'est parce que les espèces locales qui jouaient leur rôle naturel ont été détruites. L'action humaine est donc l'association, il faut déjà que les ONG se mobilisent bien pour que le gouvernement sache ce qu'ils font, ce qu'elles font. C'est ça le premier. Parce qu'on n'est pas dans le dispositif de l'appareillage d'État, on doit se faire entendre pour que... Et là, vous êtes là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Pour que l'État soit au courant, parce que l'État est dans l'urgence, il fait les choses. Mais consulter la base, c'est souvent difficile parce que
l'État pense toujours qu'il a les bonnes têtes déjà là. Maintenant, le lien, il faut que nous nous battons. Vous avez déjà fait des travaux. Il faut que les chercheurs les démultiplient. Voilà, il faut qu'on les sorte des sphères universitaires. Des sphères universitaires pour les mettre sur l'espace public afin que le gouvernement les utilise et s'associe. Sinon, je pourrais dire qu'ils font quand même appel aux ONG, sauf que ce n'est pas suffisant encore dans des plateformes bien faites pour que tout le potentiel puisse s'exprimer. Voilà. Justement, vous avez parlé du cocoué et ça rappelle le bon souvenir à un téléspectateur, Caliste Ouédé, qui dit que c'est un fruit noir que ma bande d'amis allait chercher dans la zone maritime et l'aéroport de Cotonou. Justement, frère rouge, très bien. On a même pas fait le sujet les pylônes au début. On allait là-bas du côté de l'aéroport, voilà, pour en prendre. Allez, on va poursuivre. Parlons de Cotonou. Il a quand même évoqué un aspect qui importe et sur lequel il faut qu'on revienne. Oui, allez-y. C'est les travaux de recherche qui pilulent dans nos universités et tout, des thèses qui sont soutenues, mais pour les résultats desquels on ne fait pas une certaine dissémination. Il a parlé du cocou, il a parlé du créti, il a parlé de Agonté, qui constitue des plans autour desquels des gens ont pu faire des études et des enquêtes et ont constaté que ce sont des espèces qui protégeaient notre littoral. Mais malheureusement, il a fallu qu'il soit sur le plateau pour qu'on comprenne qu'effectivement, c'est le cas. Sinon, quand vous faites le tour, quand vous faites la route des pêches, vous constatez qu'il n'y a que des cocotiers qu'on met en terre là. On se demande bien... il fait l'effort de reboiser tout ça. Et vous voyez, il fallait alterner. Il a fallu également qu'on dégage ceux qui ont occupé sauvagement ces espaces-là pour qu'aujourd'hui on découvre que en fait, c'est un espace qu'on devrait occuper autrement. Je pense que c'est bien qu'il soit sur le plateau. C'est un appel que nous lançons aux autorités qu'elles puissent associer les ONG, les associations ou la société civile qui travaillent dans ce secteur pour qu'on puisse assister à un travail qui, après, au bout de 5, 10, 20 ans, ne retombe pas encore dans les mêmes travers. Oui, voilà. Justement. Alors, on continue de parler de Cotonou. Allons voir un peu la situation géographique de Cotonou. On dirait, Cotonou au milieu, je dirais, des marécages, qualifiés souvent de marécages urbains, les zones humides chez nous. Quel regard portez-vous sur ces zones humides-là? Bien entretenues, mal entretenues? À quoi devraient-elles servir, ces zones humides? Ok. Voilà, donc nous étions même à la journée des zones humides hier. Justement. Et la question revient en force et je vous remercie beaucoup pour cet intéressement. Au fait, en réalité, Cotonou même n'a que pour patrimoine et richesse que les zones humides. Parce que c'était pas habitable. Vous allez voir que nos rois n'avaient pas fait d'emprise à Cotonou. C'est le colon qui est venu s'installer et tous les royaumes se sont vidés. Alors, et avant même que le colon ne s'installe dans les années 1800, ils ont construit un chenal. Ils ont relié le lac Nokoué à la mer. Pourquoi? Avant même de s'installer. Parce qu'ils ont vu tout le déferlement de l'Ouémé. Parce que le lac Nokoué est servi par deux bras de l'Ouémé, du Souava, de Agégué, qui passe par le Kala de Sceaux. Et ça a fait un déferlement pendant la saison des pluies, ça vient de l'Atakoa, de l'Ouémé, et ça veut dégager le cordon littoral. Et ils ont dit, ça, on n'a pas la chance dans la période de pluie. Nous allons ouvrir le lac Nokoué sur la mer pour que le combat continue entre l'eau. Donc ils ont créé l'affinité. Et il a resté quoi? Il a resté les marécages, qui sont des cours d'eau en réalité. C'était des cours d'eau. La preuve, les gens qui ont fui le royaume d'Adjatado, qui sont venus se réfugier sur l'eau à Ganvier, Souava, ils pêchaient à Guézin. Ils quittent Souava là, à Ganvier, ils vont pêcher à Guézin. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas les marécages qu'on ne voit plus aujourd'hui comme étant une trame verte, une trame bleue qui est continue. Donc, il y a eu... Cotonou a été... Comme toutes les villes du monde, ont été créées autour de l'eau. Donc, les Blancs, ils ont compris l'importance de l'eau, le port, tout ça, le transport, ils ont créé un chenal et les marécages sont restés. Mais quand nous on est arrivé aujourd'hui, et on a commencé à partir de 1960, on n'a pas du tout intégré ce potentiel naturel qu'offre la ville, les cours d'eau, dans notre dispositif urbain. On a cadastré, on s'est installé d'abord, après on a fait les recasements. On n'a pas vu l'importance de cette trame bleue qui devrait nous aider à bien circuler, à bien vivre, parce que c'est aussi des poumons verts.
Du coup, on a été dans une dynamique de rupture totale avec la continuité hydraulique qui a créé encore à son tour les inondations sur des crêtes. Parce que généralement, les humains se sont installés sur les crêtes à Cotonou, pas dans l'eau. C'est parce qu'on a bloqué le passage de l'eau, par exemple au niveau des marais, des cours d'eau, en créant des ponts sous-dimensionnés qui ont empêché l'eau, que les crêtes se sont inondées, des quartiers qui n'étaient pas du tout inondés ont été inondés. Et jusqu'à aujourd'hui, on est resté un peu dans cette dynamique. Mais j'avoue que le régime de la rupture a été le tout premier à penser, par exemple, que le marécage de FIFA est une zone sensible. On n'a jamais eu ça. C'était des trucs, on veut bétonner les marécages, les cours d'eau, parce que on a l'habitude des collecteurs. Oui. On a réduit, par exemple, ces marais au rôle de collecter l'eau. Alors que ce n'est pas leur rôle. Ils collectent non seulement les eaux des terroirs, là où on s'est installé, comme Kendonoula, là où on est Ménotin, et ils jouent aussi le rôle de filtrant, de filtration, de poumons verts, d'héberger aussi la biodiversité de la ville. Comme les poules d'eau, les canards d'eau sauvages, les crabes, c'est là, c'est leur région. Et toutes ces eaux que vous voyez de la ville de Cotonou, en réalité, n'ont qu'un seul point central de rencontre. Depuis Ouida, c'est le lac Noukoui. C'est pas la mer. Vous voyez, tout va au lac Noukoui. Mais vous allez voir que les gens ont même fait des erreurs. Ils ont orienté des canaux vers la mer. Ça fait que c'est la mer qui rentre dans les canaux quand il y a la montée. Parce qu'ils n'ont pas compris que les histoires centrales de tout le Noukoui, c'est le lac Noukoui. Parce que le grand Noukoui existe aujourd'hui à cause du régime en place. Ils ont voulu mettre Porto-Novo, Abomey-Calavi, Ouida, tous ensemble, mais c'est vrai. Du point de vue géographie et naturel, paysage naturel, toutes ces eaux viennent au lac Noukoui en réalité. À part ceux qui passent par le Porto-Novo pour aller à Badagry. Ça, c'est la fosse du fleuve Ouémé. Donc, et pour ça, je dirais qu'en réalité, ce qu'on a partagé aujourd'hui comme potentiel à Cotonou, c'est les zones humides. Ce qu'on a préservé, c'est les zones humides. Tout comme là où on est, qui est en face d'une zone humide, mais qu'on n'a pas vu. Parce que le développement de la ville a tourné dos à l'eau. C'est pour ça, voilà. Sinon, en face de vous, vous avez un marécage qui n'est pas seulement un marécage. C'est un réseau de marécages qui ramasse toutes les eaux pluviales de Agla, de Womé, de Godomé pour amener au lac Noukoui. Vous voyez? Et ces zones-là n'étaient pas inondées. C'est parce qu'on l'a bloqué avec la voie là. Au début, ils ont construit une voie, ils ont construit le palais de sport et ils ont créé une voie, ça c'était les colons. Ils sont passés juste sur une bêche du marécage. C'est devenu carrément une zone stable et ça a coupé le marécage en deux. On n'a même pas comme l'impression que c'est le même marécage qui se retrouve de ce côté. Si on le rend fluvial, on le rend bien. Vous voyez que déjà au niveau de là, vous avez des quais pour partir à Dantokwa, parce que ça relie Dantokwa tout de suite là. Donc c'est tout ça qu'on est en train de remettre. C'est pas ça qui passe sur l'échangeur de Godomé. Exactement, c'est son passage. Et l'échangeur n'a pas prévu un bon passage parce qu'ils ont restreint, ils ont creusé, mais ils ont restreint, alors que ça devait être un trafic fluvial parfait. Parce que c'est la meilleure porte d'entrée au fait. Il y a ce complexe, il y a un autre complexe qui est le marécage de Fifadji qui part de Togmé, qui passe par Kouenoussou, Rouiho. C'est sur ça qu'ils ont fait la cité Rouiho. Vous voyez? Et aujourd'hui, on a bétonné le vrai bras. Le vrai bras, c'est à partir de l'amorce du passage supérieur de Rouiho, c'est le canal P. Et ça ouvre sur un collecteur, vous voyez, qui passe par le siège et derrière l'église Saint-Rita pour aller au lac Noukoui. Et ça prend l'eau depuis Togmé. C'est aussi l'exemple de la place de l'Étoile Rouge, exactement, du quartier Wologede, qui n'était que des bas-fonds. Des bas-fonds, ça c'est le 40 ans avant la construction de la place de l'Étoile Rouge, c'était des bas-fonds. C'est pourquoi on appelait cette partie-là Saint-Jean Bagoudou. Voilà, donc, avant, pour accéder à l'Étoile Rouge ou bien à Vaudier, en venant de Bédiroméré, il fallait prendre par des sentiers de bas-fond avec de l'eau un peu partout. Même Sainte-Rita, il paraît que Cotonou, en réalité, se limitait à Saint-Jean et puis autre là, tout le reste, c'est des bas-fonds après qui ont été fermés parce que il y a une urbanisation. Alors moi j'ai une autre question. Au-delà de ce que vous expliquez, est-ce que vous pensez que l'action urbaine, l'action anthropique a de conséquences à nos jours actuellement?
C'est tout ce qui est fait. On a tourné d'eau, on a changé, je dirais, le canal de l'eau et autres. Est-ce que ça a d'inconvénients à la minute où nous parlons? Sinon, en réalité, on a déjà fait l'emprise. Mais ça n'a pas totalement d'inconvénients parce que les exutoires originaux sont là. C'est ça. Vous voyez, c'est comme, vous voyez, les trames sont encore là. On n'a pas tout bloqué, sauf qu'il y a des verrous. Il y a des ponts qui ne respectent pas le dimensionnement. Il y a peut-être des petites maisons à déplacer, pas forcément dégagées. Vous voyez, parce que personne n'est allé s'installer dans le lit de l'eau. Personne. Généralement, c'est très rare. Les exutoires existent. Et ce qu'il convient aujourd'hui de faire, c'est de tout simplement se battre pour que ces exutoires-là soient maintenus et non bétonnés. C'est ça. Voilà. Qu'on les drague intelligemment pour permettre à la biodiversité qui est le socle du tourisme. Parce qu'on ne peut pas faire le tourisme sans la faune et la flore. Vous voyez, on maintient ces biodiversités tout en draguant ces marais de façon intelligente et ça va permettre aussi aux maisons qui sont dans les berges, au niveau des berges, de se vider d'eau. Parce que quand le marécage est rempli, et quand l'eau déborde, ça va dans les crêtes. Sur les berges, on pense que les gens ont acheté leur maison dans l'eau. Non, les gens sont sur les crêtes, sauf qu'on n'a pas entretenu nos marais, nos cours d'eau. C'est des cours d'eau, en fait, qu'on devait entretenir et reformer à chaque fois, cycle de 10 ans, 15 ans, ramasser les fonds. Et entre-temps, on avait aussi beaucoup, depuis une quarantaine d'années, envoyé beaucoup de déchets parce qu'on a pensé que c'est des natures sauvages. Mais aujourd'hui, on a la société des déchets. Donc, on a la chance qu'une bonne qualité de déchets n'aboutisse plus dans nos marais. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut restaurer ces marais, leur donner leur rôle, plein rôle, de pouvoir fournir des emplois, de pouvoir fournir aussi du poisson, de pouvoir nous permettre de nous déplacer. Parce que la trame bleue est très importante et rejoint tous les quartiers de Cotonou. Les 13 arrondissements sont fournis en petits ports. Vous voyez? Donc il faut qu'on en arrive là pour que une grande quantité de émigrants se retrouvent plutôt comme avec des permis bateau-mouche pour pouvoir conduire, aller à Dantopa et ainsi de suite. C'est tout beau tout ça. Oui, c'est beau, mais bon, tout de suite, quand on suit l'explication de M. Bouillon Alfred, on se rend compte qu'effectivement, M. Bouillon Alfred, on se rend compte qu'effectivement, l'action de l'homme a contribué pour beaucoup à la dégradation de notre environnement. Je me rappelle encore, comme c'était hier, c'est vrai que quand on devait quitter Agoti-Compo à l'église Sainte-Rita, tout cet endroit était du bas-fond. Il fallait marcher sur des pierres, il fallait sauter, trottiner et tout. Parfois même quand on allait à l'église, il ne faut pas vous entraîner dans l'eau, le pantalon. Voilà, donc aujourd'hui l'être humain a contribué par cette urbanisation sauvage-là à détruire, à mon avis, l'environnement. De sorte qu'aujourd'hui, les endroits qui n'étaient pas inondés le sont aujourd'hui. Qu'est-ce qui va être fait? C'est vrai qu'il a évoqué le cas de l'exutoire qu'on a positionné sous l'échangeur. Est-ce que des gens ont fait des études pour voir si cet exutoire-là ou cette sortie-là n'a pas un impact sur l'échangeur aujourd'hui? Parce que c'est de l'eau qui passe par là. On ne sait pas, on peut pas sous les choisir. Même les histoires de qu'on a creusé au niveau des piliers là où il y a de l'eau. Donc je pense en gros c'est bien qu'il nous informe sur ces différents sujets-là, mais toujours est-il qu'aujourd'hui vous envoyez, on a vu lors du régime dans le régime passé, qu'il y a un endroit, c'est pas, comment dit-on, à Agla là-bas, où quelqu'un a construit, on a dit que c'est l'exutoire naturel de l'eau et tout. Bon, finalement, je crois qu'on a laissé tomber. Je pense qu'il faut des actions énergiques, à mon avis, pour que Cotonou puisse retrouver quand même cette biodiversité-là, quelque peu, parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, on va faire le dernier tour de table, cher monsieur. Quelque chose à ajouter, monsieur Rougnon? Oui, non, c'est bon. D'accord. Allez, on va dire un mot très rapidement sur cette décision du Conseil des ministres hier. Vous criez aussi cherté les prix des produits vivriers sur le marché? Oui, déjà, le prix des produits GSM, c'est hors de prix. Ah, c'est ça d'abord pour Oui, d'abord pour moi. Les vivres, j'entends, mais je ne suis pas vraiment victime. C'est vrai que ma bouillie est passée de 100 francs à 150. J'étais à Kouli, dans un truc emballé, et ça m'a surpris. J'ai dit, mais c'est trop, 50 francs de plus.
Donc, la quantité n'a pas augmenté. La quantité n'a pas augmenté. La quantité est restée la même, mais le prix a augmenté. Alors, Herman Aliabossou, le gouvernement qui décide donc de prendre des mesures conjoncturelles de soutien aux différentes filières qui sont en ce moment éprouvées et de maîtriser les prix de certains produits. Et parlant de maîtrise de prix, le Conseil qui veut instaurer des redevances à l'exportation. Oui, on parle de taux de majoration du prix moyen de vente actuel dans l'ordre de 20% pour les produits dont les besoins de consommation internes sont très élevés et 10% pour les produits dont l'offre dégage un excédent par rapport à la demande. Le gouvernement justifie cette mesure en disant que c'est envie d'encourager les exportations par la voie maritime des produits. Je pense que pour ma part, ces mesures un peu viennent à Tanguy quand on va faire cette relation, ça permettra d'appuyer les producteurs agricoles et tout. Je pense que ça attendait à une autre mesure pour nous qui voulons que cette cherté de la vie là, comme le contrôle rapport a révélé sur le des cas plateau, de aussi bien ministre, aussi bien directeur général, d'irrégularité dans la gestion. On en parle pratiquement le même marché. Il n'y a pas un marché pour les pauvres et un marché pour les riches. Oui, on parle ici de tout le monde de vivre. On s'attendait plutôt à ce que le gouvernement puisse dire, dans une forme de régulation des prix, qu'on puisse dire, désormais le maïs qui permet de fabriquer la bouillie à couler, comme M. Ndion comprend régulièrement, le prix du maïs, c'est 300 francs le kilo. Ça dit qu'on puisse dire, c'est à francs le kilo. Je donne l'exemple banal. On puisse dire, le haricot qui vient de faire la classe, qui souvent, parce qu'on peut faire à 100 francs aussi, que le haricot désormais, c'est à tel montant. Comme ça nous permettra à tous de savoir quand on va marcher. De côté, après ce qu'on a, haricot, on a vu les sables, ça tombe le nuit. Je pense que c'est à ça qu'on s'attendait. Si le but c'est de décourager ceux qui exportent de façon sauvage ou à quelqu'un qui a la formation requise. Je pense qu'on peut toujours faire mieux ma foi, en régulant un peu les choses, en faisant en sorte que sinon ça fait un peu réduire à manger à notre. Même avec et moi ça me choque d'ailleurs. Les mesures prises pour vous, ça ne vous satisfait pas aussi, un peu comme Herman qui souhaitait que le gouvernement dise bon, tel produit se vend, désormais voici la fourchette dans laquelle vous devez vendre. Ils ne feront pas porter du savoir. Un directeur d'école, on a arrivé directeur, on a été enseignant, on a fait des formations, on a passé des examens. Je ne dirais pas le contraire de ce que Herman a fait. Et je ne crois pas que dans le cursus, l'important d'abord, c'est que ça se ressente dès maintenant et qu'on puisse manger à notre faim, que les populations puissent manger à leur faim avant que les mesures de découragement de ceux qui exportent ces produits-là entrent en vigueur. Donc, l'important aurait été parce que d'ailleurs, Christian, ce que vous oubliez, c'est qu'à la fin de l'année, on évalue les directeurs par rapport aux résultats que les enfants enchères. Quand vous n'avez pas performé, on vous remercie. Il y a déjà des directeurs qui sur le marché. Vous voyez par exemple des produits pensent à comment faire pour que les enfants passent à la classe supérieure, qu'ils aient de bons résultats. Et au même moment, Christian, il va falloir qu'ils pensent à comment gérer les cantines scolaires. On vous dit ça fait quand même depuis plusieurs années déjà, vous entendez, on a fait mission, on a plein de directeurs, mauvaise gestion, on a volé riz, on a volé haricot noir. Attendez, ça deviennent très chers, qu'on prenne une mesure de riz à 1000 francs ou chose là, alors qu'on produit même du riz. Ici, oui, quand vous allez à Grand Popo, un peu avant le pont péage de Grand Popo, il y a tout un espace géant là, près de plus de 50 hectares. Oui, plus de 50 hectares de riziculture. Et malgré ça, on achète du riz, très cher. Les tomates, la tomate. On nous encourage à consommer local, mais lorsque les produits locaux coûtent beaucoup plus cher, ça pose un véritable problème. Le gouvernement qui dit qu'il y a de belles performances, de très bonnes performances de notre agriculture, qui affiche aujourd'hui des niveaux de production qui vont jusqu'à 150% des besoins pour certains produits, mais on ne comprend pas pourquoi ces produits qui excèdent, je dirais, la production attendue, la demande coûte cher. Le gouvernement justifie cela par des sorties frauduleuses, pour parler d'exportation massive, et cette fois-ci par des voies détournées. Oui, l'État même est étonné.
Face à cette situation, l'État même est étonné. Et je pense que c'est pourquoi l'État se réveille et prend ces décisions qui ne sont pas négligeables. Parce qu'on note des explications extraites du Conseil des ministres que, entre autres choses, nous avons fait de grandes performances dans bien de secteurs. En tout cas, dans le monde agricole, bien de performances ont été enregistrées. Mais on ne peut pas comprendre qu'on ait atteint des taux encourageants en ce qui concerne la production agricole et que les produits de grande consommation, les produits locaux puissent coûter extrêmement cher. Mais on a trouvé une raison, en tout cas dans les explications, c'est que il y a des produits à l'intérieur qui sortent parce que les pays voisins je dirais, en consomment ou en réclament beaucoup, sont dans ce besoin-là. Et que le producteur béninois a cette facilité de pouvoir vendre plus cher son produit. Donc, il y a manque. Dès qu'il y a déficit, c'est-à-dire la demande dépasse l'offre, un véritable problème se pose. Les mesures prises par le gouvernement, encore une fois, je répète, ne sont pas négligeables. Seulement que le citoyen béninois veut directement sentir, n'est-ce pas, cette mesure-là. Je pense que la décision prises hier en Conseil des ministres, on n'aura pas l'effet systématiquement. C'est-à-dire que on veut décourager ceux qui font sortir les produits, l'exportation massive. S'ils sont découragés, ils vont laisser les produits sur le territoire national de manière à ce que cela soit facilement consommable. Non, je pense que oui, c'est une bonne mesure, mais on veut sentir, tel que Herman l'a dit, le gari coûte cher, le tel riz coûte cher, 3 grains de sucre coûte 50 francs, 100 francs. On veut dire désormais, dans le département de l'Atlantique et du littoral, par exemple, le prix du sucre est à tel montant. Là, on ne peut pas dépasser tel montant. Ça permet au moins aux citoyens, quand tu vas sur le marché et qu'on te dit tel produit qui va... Merci, un répertoire des prix. Quand tu vois que le prix présenté par le commerçant dépasse ta bourse, dépasse ce que le gouvernement a arrêté, que tu puisses réagir. Peut-être que les réflexions vont se poursuivre du côté de l'État central. Oui, on va finir très rapidement pour dire que cette mesure, c'est vrai que l'application va être un peu compliquée parce qu'il faut tenir compte de la porosité de nos frontières. Celui qui veut exporter le maïs, par exemple, parce qu'il sait que ça coûte un peu plus cher au Nigeria, il va trouver les moyens. Il sera frappé quand il prend les voies réglementaires. C'est ça. Et aujourd'hui, qu'on nous dise que les choses coûtent cher parce que le transport, alors que l'État fait des efforts pour construire des routes, pour réhabiliter des pistes et tout, je pense que les producteurs ou ces vendeurs-là ont des raisons fallacieuses. Maintenant, je pense également que l'État, en tant que l'État qui arrive à réguler, par exemple, le prix de l'essence à la pompe, on le sait chaque mois ou chaque 2 mois, que l'essence à tel niveau, c'est à tel montant. L'État peut jouer ce genre de rôle-là et mettre la direction du commerce intérieur à contribution pour que dans les marchés, ça s'applique. Si je sais par exemple qu'en allant à Mopa, le moment vient de finir, en allant dans tel marché de telle chose, en allant dans tel marché, je vais trouver telle chose à tel prix, il n'y a pas de raison qu'on puisse outrepasser les consignes de l'État. Je pense que ce qu'on attend, c'est qu'on puisse dire le maïs c'est ci, le riz c'est ça, voilà, intérieur doit pouvoir se réveiller pour l'application stricte de ces... Il y a quelque chose qui manque vraiment au dispositif, c'est les plateformes. Et toute la production échappe vraiment à l'État parce que l'État ne subventionne pas. C'est ça. Les gens sont dans des productions citoyennes. Okay? Maintenant, l'État ne fait pas l'effort encore de créer des plateformes qui relient les gens à leur production. Et c'est à partir de là qu'on est capable de faire des simulations de prix. Vu que ça échappe à tout le monde et que les intermédiaires viennent sans être investisseurs, ça part dans tous les sens. Donc le dispositif, c'est la plateforme agricole qu'il faut mettre. Merci beaucoup. Merci. Vous, directeur exécutif de l'association de gestion intégrée des ressources, l'association Agir, elle se porte bien, votre association. Super bien. Oui, rappelez-nous ce que vous faites bien souvent. Oui, Agir, c'est de mettre la science au service des citoyens. La science est beaucoup restée dans les sphères universitaires et aussi de mobiliser les citoyens dans leur terroir pour dire ça, vous avez une belle ressource. Commencez pas à protéger. Vos enfants auront du boulot dedans. Donc, on identifie les potentiels,
on dit aux citoyens, tant qu'on a les moyens, de regarder leur potentiel naturel et de commencer par y travailler avant que l'État ne vienne. Si l'État vient, l'État va vous écraser. Donc, soyez déjà prompt et sachez utiliser vos ressources sciemment avant que l'État ne vienne. Lorsque l'État vient, ce sera une complémentarité, pour que cela vous profite. Voilà. Merci à vous, Herman. Merci à vous, Assiomo Kaya, Sioboye, Wakhabalik Para. Vous vous maquillez? Oui, bien souvent, avant d'entrer en plateau avec Sylvia qui nous maquille tous les matins. Mais ce maquillage, il est tout particulier. On va parler du make-up avec Ouliat Sanoussi qui a rencontré une dame très passionnée, Madame Zenabou Odraman. Suivons. Quand ils vont faire le make-up à quelqu'un, la première étape, tu nettoies d'abord le visage de l'intéressé. Peut-être qu'elle a passé le pommade, elle a pris par la poussière, tout ça. Donc tu nettoies, tu rends le visage propre. Après, tu fais l'épilation. Tu ajustes juste ceci. Tu n'enlèves pas tout, tu ajustes légèrement. À l'aide d'une lame ou un pinceau. Après avoir fini, tu nettoies bien, tu nettoies correctement. Les petits soucis qui sont tombés, ce que tu as rasé, tu nettoies très bien. Et puis, on commence par tracer les soucis maintenant. Deuxième étape, on utilise les fonds de teint pour pouvoir bien tracer les soucis, donner la forme que nous voulons aux soucis. Donc les soucis doivent avoir la même taille. On ne peut pas tracer les soucis. On sera l'un plus que l'autre. On tient compte de la taille des soucis. Et chaque visage est unique. Si on finit, on mesure. Tu vois, est-ce que tes soucis ont la même taille? Si ce n'est pas la même taille, tu peux encore ajuster. On va essayer d'estomper notre fond de teint et harmoniser ça. Donc on va essuyer légèrement un instant. On va donc pinceau, on estompe bien pour harmoniser ton fond de teint. Après les soucis, on va travailler les yeux, c'est-à-dire mettre les fards à paupières. Et après les fards, on peut appliquer plus tard la base fond de teint et autres. Donc, au lieu de appliquer les fonds de teint, base, craie, tout, tu travailles les yeux, tu mets fards, eyeliner, les fossiles, tout ce que tu veux. Et tous les débuts qui vont tomber sur l'œil de l'intéressé. Après, tu nettoies avant d'appliquer ta base et la finition, voilà. Alors, Madame Zenabou Odraman Yodoma, dites-nous, qu'est-ce qui vous a fait aimer ce métier? Pour faire le maquillage, c'est d'abord ma passion. Et dans la famille, quand mes cousines se mariaient, je m'intéressais plus à comment prendre soin de la mariée, comment rendre la mariée jolie. C'est le côté qui me plaisait. Donc, c'est de là que tout est parti. Et à force d'aider mes cousines, les sœurs, j'ai commencé par réaliser que je peux en faire un métier et beaucoup de mes clientes m'ont poussé. C'est grâce à mes clientes que je me suis vraiment lancée dans ce métier-là. Avant de faire ça, j'étais fonctionnaire et puis mes heures libres, je prenais pour faire le maquillage, surtout les week-ends, mes congés, les jours fériés. Et souvent, je quitte le boulot et je passe faire aussi le maquillage avant de rentrer. Combien d'années de formation avez-vous fait? En réalité, je ne me suis pas fait former en tant que tel. C'est d'abord un don. Au début, c'est le foulard que j'attachais aux gens. J'ai la facilité d'attacher, de nouer 100 foulards à 100 personnes différentes, alors que je n'ai pas appris. Donc, c'est de là qu'est venu à faire du maquillage. J'ai une soeur qui m'a dit, mais tu fais bien les foulards, pourquoi ne pas te perfectionner dans le métier du make-up pour pouvoir faire les deux ensemble? Donc, j'ai commencé par me débrouiller toute seule d'abord. J'ai commencé par tracer par moi-même, à ma manière. Donc, une fois j'étais partie au Nigeria pour mes courses et j'ai profité de payer une petite formation d'une semaine que j'ai suivie. C'est tout. Dites-nous, est-ce que le métier, il vous permet de vous épanouir? Le métier me permet vraiment de m'épanouir parce que c'est un métier qui est incontournable aujourd'hui.
Les femmes ne sortent plus sans make-up. Et c'est un métier qui te donne de rassurance, de garantie, de t'affirmer, d'être soi-même, d'être très heureuse dans ta peau. Donc si moi je vois mes clientes satisfaites, souriantes, contentes, moi je suis épanouie. Le deuxième côté, c'est ce que ce métier me permet de réaliser. Avec ce métier, je gagne beaucoup, je ne vais pas vous mentir. Ça permet de nourrir son homme, surtout les week-ends. Si tu le fais bien, avec de bons produits, tu es reconnu, tu peux gagner facilement un week-end 100 000, 150 000 s'il y a les mariés. Ça dépend du nombre de personnes. Mais depuis que moi je fais ce métier, ça fait déjà plus de 10 ans, je n'ai jamais fait un samedi, dimanche sans maquiller les gens, c'est impossible. Les femmes me réveillent même des fois à 5 h du matin, à 3 h du matin. Moi je suis toujours apte. Quand je fais ce métier, j'oublie même que je ne peux pas manger. Je ne me fatigue pas. Je le fais avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour et beaucoup d'inspiration. Il n'y a pas de boulot sans difficulté. Les difficultés que nous rencontrons souvent, c'est au niveau des rendez-vous que les femmes prennent. Quand elles prennent rendez-vous et elles ne respectent pas le rendez-vous, ton planning est faussé du matin au soir. Deuxièmement, il y a des clientes difficiles. Il faut tenir compte de ce qu'elles aiment. Je rêve de devenir plus professionnelle que maintenant parce que je suis déjà professionnelle. J'ai déjà eu à faire mes œuvres avec les mannequins que j'ai maquillés pour des défilés, les Miss Bénin pour les shootings. Et puis, les gens me déplacent pour la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo. Je rêve d'aller aux États-Unis, en France, en Europe. Pourquoi pas être la maquilleuse professionnelle des grandes stars. Je rêve d'aller au sommet. Quel est le message que vous avez à l'endroit des téléspectateurs qui vous suivent? J'ai un message à porter à l'endroit des jeunes filles et les jeunes dames qui veulent se lancer dans ce métier. C'est un métier que tout le monde peut faire. Il suffit d'avoir la passion et avoir le courage de vouloir le faire. Maintenant, à l'endroit des clientes, je souhaite qu'elles respectent les rendez-vous parce que c'est important. Si elles ne sont pas heureuses de ce que tu as fait sur les visages, ça ne sert à rien de repartir frustré. Parce que quand tu viens donner ton visage à une maquilleuse, il faut que tu ressortes satisfaite. Tu es belle en venant, mais tu ressors toute belle. Si tu n'es pas belle, on ne te laisse pas partir. Voilà. Maintenant, celles qui ne sont jamais venues, je vous invite à venir découvrir la main magique de toute femme est belle. Le plus souvent, c'est moi, mes clientes qui me font la publicité. Dès que je maquille une seule personne, elle m'amène 5 personnes. Je suis avec les clients depuis 10 ans. Quand je ne suis pas dispo, elles le font ailleurs. Elles ne sont jamais satisfaites. Voilà, le maquillage, le make-up, il est terminé. Et dites-nous, Madame Zenabou Draman Yodoma, est-ce que vous formez des gens ici au métier? Oui, je forme des gens. Et j'en ai déjà formé 40 femmes. 40 femmes qui ont eu leur attestation et parmi elles, beaucoup exercent déjà. Je forme, que ce soit une formation professionnelle ou une formation pour qu'elle apprenne à le faire pour elle-même. Eh bien, chers téléspectateurs, nous étions ce mardi avec Madame Zenabou Draman Yodoma. Elle est spécialisée dans le maquillage, communément appelé make-up, que tout le monde fait. Avec elle, nous avons découvert tous les contours du maquillage. Vous avez vu la belle dame qu'elle a eu à maquiller. Il y a une autre à côté. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Merci bien, merci à vous, Ouliat Sanoussi et Moufid Sabouan pour cette immersion dans un atelier de maquillage, précisément de make-up. On va faire le point de l'actualité à présent avec Narcisse Alossé. C'est la revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Face à la flambée des prix des produits vivriers au Bénin, le gouvernement prend des mesures de soutien aux filières, informe le quotidien Fraternité ce matin. Des mesures prises en Conseil des ministres en sa séance d'hier mercredi et qui concernent l'instauration des redevances à l'exportation sur certains produits et l'interdiction de sortie des intrants agricoles du territoire national. Le journal dresse la ligne de ces produits et parle du soja, du manioc, du karité, du riz paddy, de l'igname et des noix de cajou.
Par ailleurs, poursuit mon confrère, une redevance supplémentaire de sécurisation des exportations par voie terrestre a été instituée. Et ceci pour encourager les exportations par la voie maritime des produits tels que le gari, les noix de cajou, le maïs, le karité et le soja. Ainsi, les montants prélevés auprès des exportateurs seront destinés au soutien des producteurs agricoles, annonce Fraternité, qui parle de la thérapie du gouvernement pour réguler la sortie des produits vivriers du territoire national. Tout comme Fraternité, le journal L'Autre Vision aussi nous rend compte de ce conclave hebdomadaire des membres de l'exécutif et publie l'intégralité du communiqué final qui est issu. Et à en croire la publication, il a été décidé aussi de la mise en place d'un comité technique ad hoc pour la rédaction des tests d'application des lois promulguées. Le journal ajoute qu'il y a eu aussi 11 nominations dans 2 ministères. Le journal Soleil Levant, lui, s'attarde sur celle de Inès Radounotofon, nommée directrice des droits humains au ministère de la Justice et de la Législation. Cette enseignante du supérieur en fonction à l'université de Parakou connaît ainsi une ascension politique, commente la publication. Le journal L'Autre Vision s'intéresse aussi à l'agenda du maire d'Abomey-Calavi et nous apprend qu'il était hier mercredi dans les locaux de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB. Angelo Évariste Awandjinou est allé échanger avec le directeur général de cet institut, le docteur Adolphe Adjanohon, sur divers sujets, notamment un éventuel partenariat entre la mairie d'Abomey-Calavi et l'INRAB. Un partenariat qui, selon mon confrère, est envisagé pour booster le développement agropastoral dans la commune. Au terme de nos travaux, nous allons mettre sur pied une équipe pour qu'ensemble, nous puissions réfléchir sur les types de partenariats que nous allons avoir et comment les mettre rapidement en exécution, a laissé entendre Angelo Évariste Awandjinou en marge de cette discussion. Coopération décentralisée, Angelo Évariste Awandjinou scelle un pacte avec l'INRAB pour le développement du secteur agropastoral, conclut le journal L'Autre Vision. Dans la suite, ce matin, santé, le quotidien Fraternité qui nous apprend que le Bénin vient d'atteindre une couverture vaccinale d'environ 23% contre la Covid-19, ce qui fait environ 1 million de personnes vaccinées, précise mon confrère, qui tire les chiffres d'une rencontre des acteurs de la santé. Malgré ces progrès remarquables, il y a encore du chemin à parcourir pour se prémunir contre cette pandémie, commente le quotidien Fraternité, qui annonce que le délai de cette campagne de vaccination est prorogé jusqu'à la fin du mois de mars prochain. Et ceci afin d'atteindre l'objectif final qui est de réussir à faire vacciner au moins 60% des cibles. C'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à demain. Et voilà, ce sera tout pour ce jeudi sur Canal 3, sur Actu Matin précisément. Merci à chacun et à tous. Retrouvez ce programme en nouvelle diffusion tout à l'heure quand il sonnera à 12h ou encore à 23h30 en cours de nuit, ou allez sur nos plateformes digitales et vous aurez l'intégralité de cette émission Actu Matin. Merci à chacun, à tous. Bonne journée. Au revoir. Gardez le sourire.